Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Place à la thématique marché à présent. C'est vrai que on regarde tout ça, cette période-là, normalement, en se disant bon, j'ai une belle perf depuis le début de l'année, je vais partir en vacances, comment est-ce que je vais faire pour la protéger ou pour limiter un éventuel repli? Enfin, ce sont des questions quasiment des marronniers, comme on dit dans le jargon journalistique. On va essayer de regarder tout ça avec Éric Bertrand. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, directeur général délégué et directeur des gestions d'Ophi Invest AM. C'est vrai que d'habitude, là, je vous dirais qu'est-ce que je fais avant d'aller m'allonger sur ma serviette, qu'est-ce que je fais avant d'aller m'isoler dans mon chalet en haute montagne et de ne penser plus qu'aux marmottes et à la rando. Et là, on a des échos brutaux du côté des États-Unis en termes politiques. On a des échos ultra politiques et bizarres dans l'Hexagone. On a des élections à gauche à droite. On a vu les Anglais, par exemple. Et on se dit, il y a forcément une lecture, on va dire, financière de ce contexte politique. Oui, alors, on n'est pas dans le proverbe « Sell in May and go away and don't come back before St. Ledger's Day » qui doit être quelque part en octobre, reprend tout son sens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une séquence d'événements, dont 2 élections avérées et une en devenir. Très rapidement, au Royaume-Uni, on retrouve une majorité stable avec quelqu'un qui n'a pas promis la terre. Et donc, c'est plutôt bien orienté pour le Royaume-Uni. Je dirais, ça ferme un peu une parenthèse assez haute en couleur. On se souvient de Liz Truss il y a quelques trimestres. Aux États-Unis, l'élection n'a pas encore eu lieu. Donc, il y a un sujet sociétal de durcissement et de violence dans le fonctionnement démocratique américain. Ça veut dire quoi financièrement, sans aucune forme de cynisme? C'est-à-dire que Trump surtout avec les événements du week-end dernier, sans doute est en phase d'être élu. Trump 2 sera sûrement pas comme Trump 1. On commence à avoir des éléments de programme, alors certes un petit peu inflationnistes par différents aspects, avec notamment les barrières à l'entrée à la douane, ce qui peut faire un peu peur, mais également il devrait reconduire début 2025 les baisses d'impôts sur les sociétés qu'il avait mis en place au début de son premier mandat en 2016. Donc quelque chose d'assez équilibré, pas forcément aussi terrible financièrement que ça. Le sujet, ça sera peut-être un peu la dette, parce que il n'y a pas Maastricht outre-Atlantique et on sent bien que pour l'instant, c'est pas un sujet. En même temps, du triple A américain, 4,5 ou 5 de taux. Alors, on est bien en dessous aujourd'hui. Maintenant, en Europe, j'aime bien recontextualiser un peu les choses. On a eu des élections européennes et l'un des premiers périls était qu'on n'ait pas de majorité de partis qui ont l'habitude de travailler ensemble. Or, ça s'est effacé. On retrouve la même coalition que précédemment. On va donc avoir, alors certes, des élections qui vont être toujours un peu compliquées pour Madame Ursula von der Leyen, comme il y a 4 ou 5 ans. Mais globalement, on a toujours une majorité de gouvernement qui a l'habitude de faire des compromis et de voter des textes. Et c'est plutôt rassurant à l'heure où on a quand même une guerre à nos portes, des sujets énergétiques, des sujets de transition écologique, et des sujets de positionnement de concurrence, notamment par rapport aux grands frères chinois. Alors maintenant, si on dézoome, il faut remettre les choses modestement à leur place. On en arrive dans le cas français où il n'y a personne au-dessus de 200 députés, donc il faudra trouver des majorités de textes, des majorités de coalition, ou alors les gouvernements tomberont. À la fin, ça veut dire que financièrement, il n'y a pas de grand coup de barre. Alors, il n'y a pas de grand coup de barre qui pourrait faire peur au marché. Il n'y a pas de grand coup de barre non plus pour un peu remettre une trajectoire de dette un peu plus prudente. Vous parliez de la dette pour les États-Unis, mais le vrai problème est sans doute celui-là, non, Éric? C'est que qui que ce soit qui s'installe à Matignon, il a quand même des marges de manœuvre pour des raisons budgétaires qui seront ultra limitées. Alors, elles seront ultra limitées. Le budget en septembre sera sans doute un peu tendu en interne, comme avec l'Union européenne où il y a des limites. Il y a un cadre législatif dont on ne peut pas s'abstraire, même avec la meilleure bonne volonté du monde. C'est ça peut-être l'occasion de rentrer sur des actifs français s'il y a des tensions à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la France est un pays globalement assez riche, qui s'est levé l'impôt, qui remboursera sa dette, qui la remboursera en euros. Les actifs de qualité, les banques, les entreprises énergétiques seront toujours là demain et après-demain. Et donc, c'est des valeurs sûres, alors qu'ils vont peut-être un peu souffrir et qu'on pourra acheter. Le point, c'est que probablement, avec la trajectoire qu'on a sur la dette, nos agences, sur 1 an ou 2 ans, vont sans doute nous faire passer progressivement dans la case simple A. La dette française n'est pas très loin de ce que traite la dette simple A. Donc voilà, on va acter ce sujet-là. Mais à moins de choses très créatives avec un gouvernement très extrême d'un côté ou de l'autre,
On n'est pas dans des grandes tensions comme on a pu les connaître en 2012. Et je pense, pardon, je suis un peu long, que tout le monde a Liz Truss en tête. Bien sûr. 3 semaines de créativité financière, ça s'est vite arrêté. On l'avait vu en finance appliquée, hein, on se souvient. Ce calendrier chargé, politique j'entends, il a éclipsé nos banques centrales, ou presque. Pour preuve, on n'a quasiment pas parlé de Sintra, alors que d'habitude ça occupe pareil largement la chronique du début d'été. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de Jackson Hole en fin d'été. Pourtant, elles sont bien là, nos banques, et j'ai envie de dire heureusement et bien leur... C'est plutôt rassurant pour la suite. C'est-à-dire qu'on a des banquiers centraux qui commencent à observer cas un cas sur le front de l'inflation ce qu'elles attendent. Et donc, chez OFI, on pense qu'elles vont baisser sans doute 2 fois chacune cette année, un peu plus sûr pour la BCE, un peu moins pour la Fed, parce que l'inflation fait à peu près ce qu'elles attendent. Et donc, ça veut dire, pour les entreprises, pour les marchés financiers, la validation d'un assouplissement monétaire qui est déjà dans les courbes, mais c'est toujours mieux quand c'est fait. Et ça, c'est plutôt rassurant. Et pour preuve, la fameuse OAT dont on craignait qu'elle s'envole, l'impact de taux issu de l'inflation aux États-Unis et donc des anticipations de la Fed a plus que compensé l'impact d'écartement par rapport à l'Allemagne issu du syndrome français. Donc ce contexte est assez important, même s'il est beaucoup moins sur le devant de la scène en ce moment. Bon, on a commencé en se disant normalement on devrait se dire comment on protège son portefeuille, tout ça. Il y a une méthode quand même dans ce contexte qu'on a déployé qui est pas facile. Il y a des choses à faire pour se protéger sans rentrer dans de la haute finance. Enfin voilà, on parle aussi à nos épargnants. Alors, moi, il y a une chose, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés, je suis content qu'on puisse refaire des portefeuilles diversifiés, dans lesquels on va pouvoir équilibrer les actions, les obligations, qu'elles soient souveraines ou qu'elles soient d'entreprise, et le monétaire. Je rappelle qu'on est payé 3,75% pour attendre. On peut donc, et c'est plutôt notre recommandation, faire des portefeuilles diversifiés, soit le faire soi-même, soit le déléguer. Mais aujourd'hui, avoir ces avoirs assez répartis paraît une bonne solution du point de vue de l'épargnant, avec des fonds qui sont à disposition pour équilibrer ces avoirs et avoir du monétaire pour pouvoir dégainer en cas de baisse, avoir des taux qui feront un coussin amortisseur en cas de tension qu'on n'aurait pas aujourd'hui dans le viseur, ou inversement, pouvoir continuer quand même de profiter des marchés actions. On va peut-être y revenir, c'est toujours bien de rester investi sur les actions. Plutôt que de jouer des options, des calls, des puts, enfin bref, plutôt jouer de la diversification, quoi. Pas de la haute finance, mais on peut également mettre des options. Les options, c'est un vrai sujet. Il faut surveiller différents critères. C'est pas un long fleuve tranquille. Il faut que ça marche vite. On paye de la valeur temps. On paye beaucoup de frais également. Nous, on en a en portefeuille, mais je dirais que les options, c'est vraiment une histoire professionnelle. Il faut bien connaître son sujet, même si aujourd'hui, c'est évidemment utile. Non, mais c'est bien que chacun l'ait en tête en se disant il n'y a pas de recette magique pour partir à la plage. Non, puis dans le cadre des options, c'est comme une prime d'assurance. Hein. Si ça coûte rien, c'est que ça protège pas. Donc, aujourd'hui, on diversifie, on a de l'action, on a de l'obligation et on essaye d'avoir ce portefeuille. Assez équilibré. Nous, on aime bien au milieu, on a des actions. Alors, aujourd'hui, sur les actions, on va plutôt être neutre. C'est-à-dire qu'on a fait un très beau début d'année. Maintenant, on a quelques incertitudes, on les a mentionnées au début. Donc, on a envie de garder un peu de poudre sèche, si je peux garder cette expression, pour pouvoir repasser long. Pourquoi ? Parce que 2025, on attend quand même une croissance qui ralentit juste ce qu'il faut, mais surtout une Fed qui baisse ses taux aux États-Unis, et une croissance en zone euro qui devrait réaccélérer, et avec des taux et un contexte monétaire qui s'assouplit. On est donc plutôt pas mal parti. Maintenant, il faudra que les chiffres de croissance valident ce que je viens de raconter, mais 2025 augure plutôt pas mal, mais on est dans une incertitude. Donc on est plutôt autour de la neutralité. Les US sont toujours attirants parce que c'est la locomotive du monde. On regardait à re-rentrer sur l'Europe les précédentes aventures françaises en matière de politique nous ont un peu restreint sur ce sujet-là, mais clairement, notre prochain mouvement sera sûrement à l'achat sur cette zone qui, en comparatif des États-Unis, est quand même pas chère. Sur les États-Unis, 2 points. On voit que une grande partie de la performance est faite maintenant par 3 sociétés. On est donc sur un risque idiosyncratique très fort. Ouais. Alors, on se connaît depuis longtemps. Je dis qu'il ne faut pas vendre Apple depuis 10 ans. Il faut aussi considérer ce risque et pas trop en mettre, parce que c'est vraiment 3 entreprises qu'on connaît, que ce soit Apple, Nvidia ou Microsoft.
Après, on voit que les small caps ont repris un peu d'allant aux États-Unis. On les a pendant longtemps un peu montré du doigt en disant on y va pas, elles sont quand même sous-cotées, donc il y a peut-être un rattrapage. Comment est-ce qu'on regarde ça chez Ophi ? Alors, c'est pas du cœur portefeuille, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment pas chères. Et quand on part dans une configuration d'assouplissement monétaire, ça, c'est plutôt bon. Elles sont vraiment pas chères, avec une croissance qui faiblit pas trop. Donc, on l'a vu depuis une semaine. On peut espérer que ça va continuer, mais il y a un assez beau rattrapage par rapport à d'autres parties de la cote qui sont quand même relativement assez chères, même si un assouplissement monétaire devrait continuer de favoriser les valeurs de croissance qui ont contenu le pavé depuis un certain temps. Pour revenir sur le portefeuille, nous on aime bien avoir des obligations souveraines. On aime bien encore le 10 ans américain, notamment. En Europe, plutôt l'Allemagne pour l'instant, mais si ça voulait un peu s'écarter ou se faire peur sur la France, revenir sur l'OAT. Et depuis plus de 2 ans maintenant, on aime bien le crédit. Parce que pour le coup, être payé à peu près 4% sur de l'investment grade ou un peu plus de 6%, ça dépend ce qu'on achète, sur du haut rendement, je dirais qu'on est payé pour son risque. Et ça c'est encore le moment, parce que certains ont dit, le portage, le tout ci, tout ça, ça a eu payé, mais c'est peut-être passé. Non, vous êtes toujours... Alors, oui, c'est moins attractif que ça l'était il y a 1 an. Maintenant, c'est quoi les alternatives et surtout, qu'est-ce qui se passe en cas de choc ? Donc, sur des obliques, vous aurez toujours une composante taux qui va vous aider, mais sur le high yield, un peu moins, pour être honnête. Et en revanche, si on se prend un gros choc, faut le comparer par rapport à un investissement action. On sait que le haut rendement, et les précédentes crises l'ont montré, soit la boîte meurt et les actions et la dette vaut 0, soit la boîte survit, et auquel cas, la dette sera remboursée et le retour au point d'entrée est nettement plus rapide dans ces cas-là que sur le marché action quelquefois. L'idée étant d'avoir des choses assez diversifiées dans son portefeuille, comme on évoquait tout à l'heure. Bon, les investisseurs, ils aiment bien avoir des repères parfois, notamment les petits épargnants, etc. Et on les a éduqués finalement comme ça aussi en leur disant alors soit c'est croissance, soit c'est value, soit c'est défensif, soit... On a l'impression qu'aujourd'hui ça existe plus vraiment, que tout le monde veut de la croissance, et que la gestion value, comment vous les regardez ces mots qui ont pourtant corseté pendant un temps assez long la gestion ? Ça a très bien fonctionné, je dirais auparavant, parce qu'on avait des corrélations, des liens entre les taux d'intérêt, la croissance, la valeur des entreprises, qui faisait que la réaction de ces capitalisations fonctionnait de façon assez lisible. La séquence récente entre les taux zéro, puis le Covid, puis la crise énergétique, l'inflation, la remontée des taux, et surtout le secteur technologique américain, qui est le secteur croissance par excellence, est venu un peu bousculer tout ça. Et c'est vrai que les frontières sont beaucoup moins évidentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est plutôt face à de la stabilité ou de l'assouplissement sur la partie taux longue, ça reste encore un peu croissance, peut-être un peu moins value. Ceci dit, il y a un moment, certaines capis sont tellement chères que les investisseurs vont regarder qu'est-ce qui n'est pas très cher et qui a fallu remonter. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que les frontières sont beaucoup moins claires qu'auparavant. Après, il y a eu des sujets techniques. Les vocables ne sont pas ajoutés, mais c'est moins serré qu'avant. C'est moins serré. Puis il y a eu des sujets automobiles, par exemple, qui a un grand morceau de la value, des sujets réglementation dans les banques, c'est un autre sujet, et qui là tient autant au secteur qu'à l'activité. Donc, c'est des choses qui sont regardées dans leur globalité, mais plus de façon aussi séparée qu'auparavant, je pense. Juste pour terminer, Eric, vous nous avez dit beaucoup de choses sur les zones, sur les opportunités, sur les typologies d'actifs, de valeurs, etc. Si on devait un petit peu dessiner la bonne répartition pour un portefeuille, j'ai pas envie de dire lambda, mais moyen d'un épargnant français, aujourd'hui, à mi-année, qu'est-ce que vous diriez ? La question piège, moi je continuerai d'avoir des actions, et sur les actions, je le répète depuis assez longtemps, c'est d'avoir le monde entier. Il faut pas, même si on est euro-centré, ne pas être qu'en Europe. D'accord. Donc avoir des grandes capitalisations, toujours un peu de défensive dans son portefeuille. Donc ces grosses entreprises qui sont tellement énormes qu'elles sont un peu, je dirais, insensibles au cycle, notamment dans leur secteur et sur le monde entier. Donc des États-Unis, de l'Europe et de l'émergent. Alors un peu de Chine, mais aussi de l'Asie hors Chine qui profitera de ces sujets-là. Donc, une bonne partie, suivant son profil de risque, je dirais, d'actions. Moi, j'aurais un cœur obligataire. Aujourd'hui, le 10 ans américain, on l'aime encore bien. Alors, on le préférait à 4,50 ou 4,75, mais on a du taux et quelque chose qui est assez sécuritaire. J'ai toujours du crédit en portefeuille et
Le dosage dépend vraiment du profil, mais je sais pas, moitié souverain, moitié dette de crédit. On continue de bien aimer le crédit, je l'ai dit. Et puis une dizaine de 5 à 10% de monétaire aujourd'hui pour pouvoir profiter des opportunités. Donc alors, 50, 20, 20, 10, mais ça dépend vraiment des profils. Donc, on peut se rapprocher de son conseiller ou faire sa propre étude. Donner des allocs en général, comme ça, c'est jamais très simple. Mais non. Ce serait trop simple si je vous facilitais le travail, Eric. Merci beaucoup, Eric Bertrand, Merci Cédric. Invest Asset Management dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.